Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Medical Property Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant uniquement sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, la première chose qu'on va rechercher ici, c'est d'essayer de vérifier si cette compagnie-ci a des revenus à peu près stables ou croissants dans le temps. Donc, ici, j'utilise directement l'outil FastGraph. On peut constater ici qu'on a des revenus à peu près, voilà. Les revenus sont stables. Quand on regarde ici la période de 2014 à aujourd'hui, on a à peu près des revenus stables. On a une baisse en 2014. Il faudrait savoir pourquoi. Parce que cette baisse-là est drastique et soudaine. Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse-là? D'accord? Parce que ça pourrait revenir dans le futur. Donc, quand on observe ici, le revenu ici semble être assez correct dans le temps, pas dans le futur. Donc, maintenant, vous savez que généralement, mon analyse se base sur quelque chose, sur certaines, comme le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PA moyen, la dette nette, la qualité du dividende. Mais vu que j'ai décidé de commencer à utiliser l'outil FastGraft ici, on va essayer d'être différent. D'accord? Je vous explique simplement. Premièrement, je vais chercher la dette nette par action. Une fois que je trouve la dette nette par action ici, je vais essayer ici de trouver le PER moyen. Une fois que je trouve le PER moyen ici, je vais faire PER moyen moins la dette nette et ça va me donner la valorisation de la compagnie. D'accord? Ça ne veut pas dire que si on se rend compte que l'entreprise est sous-évaluée ici selon les informations quantitatives, on va aller acheter directement. Non. C'est pour susciter l'intérêt, pour vous encourager à aller lire les rapports financiers. Par exemple, quand vous me parlez de cette compagnie-ci, Medical Property Trust, quand je regarde, c'est un real estate spécialisé dans le secteur médical. Maintenant, qui sont ses clients? Première question. Deuxième question, est-ce que les clients sont solvables? Troisième question, au niveau de la maintenance, est-ce que ce sont les clients qui s'en occupent ou bien c'est nous? Ça, ce sont trois informations très importantes pour moi parce que je suis là pour faire des prévisions dans le futur. Et vous savez déjà que faire des prévisions, c'est assez compliqué. D'accord? Donc, on doit avoir le maximum d'informations possibles. C'est pour ça que, premièrement, je me base sur des entreprises qui ont déjà un vécu assez correct. Donc, à peu près des revenus stables, des marges stables, voilà, c'est ce que je recherche principalement. Donc, quand j'arrive sur Medical Property Trust, donc vu que c'est un real estate, le plus important ici, ce sera le Fund from Operation. Donc, j'ai souvent envie de le dire en anglais, mais le Fund from Operation. On va le dire comme ça. Donc, c'est le revenu ici issu des bénéfices opérationnels. Aussi simplement que ça. Donc, ça prend en considération la dépense en capital. Donc, ça prend en considération ici quand je dis en considération, ça dit que la dépense en capital n'a pas encore été éliminée. Donc, ça prend en considération ici le bénéfice net plus la dépréciation et amortissement dans sa grande partie. OK? Donc, premièrement, ici, quand vous constatez, c'est 15 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est le marché qui paye 15 fois. Ça, c'est la moyenne du S&P 500. Ce n'est pas la moyenne de l'entreprise. La ligne en bleu ici, c'est la moyenne des free cash flow. Donc, généralement, le marché paye 12,63 fois les free cash flow sur les funds from operation sur une longue période de temps. D'accord? Quand on prend ici, comparé sur les 5 dernières années, on se rend compte que le marché paye 14,5 fois. Sur les 10 dernières années, le marché paye 12 fois. Donc, je préfère prendre une longue période de temps. Donc, ici, le marché paye en moyenne 12,63 fois les bénéfices. OK? Maintenant, il faut savoir, quand le marché paye en moyenne 12,63 fois les funds from operation, est-ce que ça veut dire que ça prend en considération la dette ou non? D'accord? Et c'est là où on rentre sur la deuxième partie. Parce que cette compagnie-ci, c'est un real estate. Et le real estate, les rates, c'est pas comme en Europe où on vous donne la valeur de l'actif, où vous pouvez directement aller en prenant en calcul la valeur des actifs nets par action. Ici, vous n'avez pas le choix que de retrouver la valeur de ces actifs nets par action là. Et pour la retrouver, vous avez besoin du cap rate, donc le taux de capitalisation. Ça veut dire simplement ceci. Si j'achète un bâtiment à 100 dollars qui me reverse 5 dollars par action, par chaque année en termes de loyer, ça veut dire que mon cap rate est de 20. Comment est-ce que je trouve ça? Je fais 100 divisé par 5, ça donne 20. OK? Donc, quand vous êtes de bonne qualité, votre cap rate aura tendance à être plus bas. D'accord? Quand vous êtes de mauvaise qualité, votre cap rate aura tendance à être très élevé. Maintenant, il faut savoir, est-ce que Medical Property Trust est de bonne ou de mauvaise qualité? C'est une bonne question. Maintenant, quand vous allez regarder les rapports financiers, vous allez vous poser la question à savoir, OK, où est le cap rate? Et généralement, pour retrouver ça ici, il faut regarder le prix auquel nous avons vendu certains actifs
et le prix auquel nous avons acheté certains actifs. Donc, moi, quand je regarde ici, ce n'est pas une information que j'arrive à retrouver aussi facilement. Donc, c'est pour ça que je vais me baser également sur une autre information qui est le taux d'intérêt par rapport à la dette. Donc ici, vous constatez une chose. Si une entreprise qui a un cap rate aux alentours de 4, par exemple, vient vous voir pour emprunter de l'argent, vous allez lui donner un taux d'intérêt légèrement supérieur à son cap rate. En moyenne, hein, je ne dis pas que c'est comme ça à toutes les fois. En moyenne, vous allez lui donner un taux d'intérêt qui est légèrement supérieur à son cap rate parce que vous savez une chose, c'est que si l'entreprise fait défaut, vous allez pouvoir revendre l'entreprise à un bon prix. Par exemple, si je vous prête de l'argent à un cap rate avec un taux d'intérêt de 5%, alors que votre cap rate est de 100, ça veut dire que si je vous ai prêté 100 dollars ici, d'accord, et que vous me remboursez chaque année, voilà, aux alentours de, on va se dire simplement, vous me remboursez un taux d'intérêt aux alentours de 5%. 5% ici, c'est combien? 5% ici, c'est combien? C'est à peu près aux alentours on va faire simple, hein, c'est à peu près ici aux alentours de 20 fois, 20 fois la dette. OK? Admettons réellement que cette entreprise-ci vous reverse à peu près un cap rate de 4%. D'accord? Et que vous l'avez également acheté à 100 dollars. En fait, en réalité, vous avez acheté cette entreprise avec un multiple de 25 fois les bénéfices. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand la banque va acheter ce bâtiment-ci, ils savent qu'au minimum, on peut récupérer nos 100 dollars. D'accord? Et c'est ça le plus important pour la banque ici aujourd'hui. C'est pour ça que le taux d'intérêt de la banque sera légèrement supérieur au cap rate. Et ce n'est pas tout le temps comme ça. Je ne dis pas que c'est une règle générale, mais généralement, c'est pour les mauvaises entreprises, par exemple, pour celles qui ont une grosse dette ou des choses comme ça, vous aurez un cap rate un tout petit peu plus élevé. Donc, c'est une information que j'essaie de rechercher généralement dans les bilans parce que c'est très important pour moi. Soit je cherche le taux de capitalisation, soit je cherche le taux d'intérêt moyen de la dette qu'on a présentement ici. Donc, pour cette entreprise, si j'ai pu regarder ici avant de faire la vidéo, je me suis rendu compte que le taux d'intérêt ici, au niveau de l'endettement, est de 5,88% en moyenne. Je dis bien en moyenne. D'accord? Donc, ça dit que moi, je vais considérer que son cap rate est de 17 fois les bénéfices, 17 fois les funds from operation. Donc, quand je retourne ici, et c'est une estimation, je vous préviens, vous savez que moi, j'aime prendre en considération la dette. Toujours. Parce que je n'ai pas envie d'acheter une entreprise sans prendre en considération la dette, parce que la dette ne m'appartient pas. Si l'entreprise fait faillite ici aujourd'hui, on va d'abord rembourser la dette avant de me donner le restant. Donc, j'aime toujours prendre en considération la dette. Quand on prend ici la dette nette par action, qui est à ce niveau-ci, donc net dette, donc c'est ici à ce niveau-ci, je vais prendre ici le quarterly, donc c'est à peu près 16,48 $ par action. Ça, c'est la dette nette. Donc, j'efface ça, d'accord? Donc, je viens ici, 16,48 $ pour la dette nette, d'accord? Dette nette par action. Je vais l'appeler comme ça, dette nette par action, DNPA, ok? Parfait. Maintenant, je ne vais pas passer comme d'habitude. Ici, je vais le faire totalement différent parce que j'utilise un autre logiciel. Quand je vais maintenant au niveau du fast graph, les analystes ici prévoient à peu près aux alentours du fund from operation, ils prévoient à peu près 1,90 $ par action, estimé. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ces analystes ont la plupart du temps raison ou tort? Je vais aller sur Analyse Scorecard et je prends ici la prévision sur 2 ans. Je me rends compte ici qu'avec une marge d'erreur de 20%, les analystes ont raison sur 2 ans. J'ai bien dit une marge d'erreur de 20%. C'est-à-dire que si, ici par exemple, les analystes avaient estimé qu'on allait avoir à peu près 1,38, on a eu 1,35, dont la marge d'erreur est de moins de 20%, ils ont eu raison. Ici, par exemple, les analystes avaient prévu 1,91, on a eu 1,71, donc la marge d'erreur est supérieure à 20%, donc ils n'ont pas eu raison. Donc faites attention par rapport aux prévisions des analystes. On les prend également en considération parce que ce sont des gens qui sont payés pour suivre et pour faire des prévisions sur l'entreprise. Donc, on ne va pas réagir ici avec un grand ego en se disant que non, les analystes ne comprennent jamais rien, ils ont toujours tort. Non. Prenez en considération ceci. C'est le public qui demande que les analystes fassent des prévisions à court terme. Or, il est difficile de faire des prévisions à court terme. C'est pour ça que je ne prends pas les 1 an, je prends 2 ans. Parce que sur 1 an, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Sur 2 ans, on sait pertinemment que le revenu pourrait augmenter par rapport à l'inflation. Le revenu pourrait augmenter parce qu'il y a un client qui va payer plus, parce qu'il y a également les rénovations qui ont pris court. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en considération, donc faites attention. Maintenant,
au niveau de l'historique, j'ai ma dette nette à 16,48 $. Et en parlant de dette nette, la dette nette dépend du nombre d'actions. Et ici, sur cette entreprise, le nombre d'actions ici augmente drastiquement. Ce n'est pas une bonne information. Dans le sens où je n'ai aucune garantie que ce nombre d'actions ne va pas continuer à augmenter dans le futur. Pourquoi? Parce que cette entreprise-ci nous utilise et utilise la dette pour pouvoir continuer à acheter, à faire des acquisitions. D'accord? Parce que la croissance ici est essentiellement par acquisition. Donc, ne soyez pas concentré ou bien obnubilé par le 6,96% de dividend yield, de taux d'intérêt par rapport, enfin, de rendement du dividende ici. Il faut prendre en considération le risque. Ne prenez pas en considération le PER sans prendre en considération la dette. Donc, on va essayer de considérer ici aujourd'hui, si on prend en considération la dette, à combien on pourrait acheter l'entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, quand on vient ici sur une Medical Property Trust, avec les informations que j'ai. Ici, c'est une entreprise que normalement, le cap rate est de 17. Donc, quand je viens ici, enfin, en prenant en considération le mortgage, les intérêts sur la dette ici, et tout en sachant que quand on vous donne un taux d'intérêt, il est toujours supérieur à vos cap rate. Généralement, il est supérieur à vos cap rate. Quand j'arrive ici, je vais prendre ici le long term growth, donc je vais prendre un custom par rapport aux estimations des analystes, ok, tout en mettant à ce niveau-ci la moyenne étant de 20 concernant, je suis prêt à payer 20 fois les bénéfices sans la dette pour cette entreprise-ci. Donc ici, on ajuste. Donc, je vais prendre juste ça. OK. Est-ce que ça prend en considération? Alors, je vais juste faire un refresh de la page haute complet, juste pour qu'il nous donne quelque chose sur lequel on pourrait travailler normalement. Donc, je prends ici 20 fois les bénéfices. Donc, 20. Je mets ici Apply. Voilà, ça a changé. Maintenant, je mets estimate. Donc, par rapport aux estimations des analystes, OK, ça change également, tout en sachant que plus le temps est long, moins on a des analystes qui font des estimations. Parce que ça devient assez compliqué. Donc, on va se dire ceci. Si j'achète cette entreprise en fin d'année à 20 fois les bénéfices, d'accord, c'est-à-dire que je vais l'acheter aux alentours de 36,40 $, OK? Or, 36,40 $ ici, d'accord? Et est-ce que c'est bien les free cash flow? Oui, operating cash flow. Donc, 36,40 $ ici, moins la dette nette qui est de 16,48 $, ça nous donne une valorisation aux alentours de 19,92 $. Donc ici, si on prend en considération la dette, ça c'est une entreprise qu'on va acheter dont la valeur est aux alentours de 19,92 $. C'est-à-dire que si l'entreprise vend la totalité de ses actifs, de ses bâtiments, d'accord, à un cap rate de 5,88, d'accord, repaye la dette, on va nous reverser à chacun, par rapport au nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on va nous reverser à chacun 19,92 $. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc ici, aujourd'hui, la valorisation sera aux alentours de 19,92 $. Actuellement, il faut également prendre en considération qu'il y aura une croissance des bénéfices dans le futur selon les analystes. Et ils ont très souvent raison ici. Donc, admettons qu'on se situe en 2024 ici, on aura plutôt une valorisation aux alentours de 38 $, qui représente ici 20 fois les bénéfices par rapport à un fund from operation de 1,90 $ par action. Donc, moins la dette nette en date d'aujourd'hui de 16,50 $, ça nous donne à peu près 21,50 $ l'action. Donc, comme je disais tantôt, 20 $ ici, c'est la valorisation c'est la valeur de l'entreprise. OK? Maintenant, on passe aux dividendes. Si l'entreprise ici vous reverse à peu près un dividende aux alentours de 7,14 % l'action. Est-ce que c'est le cas ici? Ici, je vois 6,96. Je ne sais pas si le prix a été ajusté en conséquence, mais je pense que c'est par rapport, je vais juste le reprendre ici. Donc, en date d'aujourd'hui, on aura à peu près 1,12 $ par action, 1,12 $ par rapport au prix actuel dont on fait 1,12 divisé à peu près par 16,24, on a à peu près 6,89 %. Donc, à peu près, je pense qu'ici, on a complètement raison. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent ici un truc inférieur, mais ça reste une estimation. Donc, ici, on a à peu près à peu près aux alentours de 6,89 %. OK? Si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, qu'est-ce que vous allez avoir au total? OK, on fait simple. On prend d'abord la valorisation sans la dette et après on va la prendre avec la dette. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, si on prend la valorisation sans la dette en prenant en considération le bénéfice net qu'on aura en 2022, on aura 1,422 divisé ici par le prix actuel qui est de 16,24, ça revient ici à un rendement de 11 %. C'est-à-dire que si cette entreprise n'a pas de dette, d'accord,
et qu'elle nous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes, on aura 11,20%. Est-ce que le dividende actuel, qui est à peu près de 6,89%, est couvert? Oui, il est couvert, donc on a assez de moyens pour le faire. Maintenant, si on prend en considération la dette, donc valeur d'entreprise, 16,63. Donc si on prend maintenant 1,12 multiplié par le nombre d'actions qui est de 599 millions d'actions, d'accord, ça donne 671 ici. 671 divisé ici par... donnez-moi juste un instant. Est-ce que j'ai pris le bon chiffre? Non, je n'ai pas pris le bon chiffre. Donc ici, si on prend... J'ai fait une erreur. Excusez-moi. 1. Si on prend en considération les funds from operation actuels divisé par le prix actuel de l'action, d'accord, ça nous donne à peu près un rendement de combien? Ça nous donne à peu près un rendement de 10,77%. D'accord? Donc, ça donne ici 10,77%. OK? Au lieu de 6,89. Maintenant, si on ajoute la dette, ça nous donne un rendement de combien? Donc, je prends 1,75 divisé par la dette ici qui est aux alentours de... je multiplié par 599, qui est le nombre d'actions, parce que je n'ai pas la dette ici par action. Je n'ai pas ici la valeur d'entreprise par action. Donc, je prends ici 599 ici, multiplié par le fund from operation. Ça me donne ici 1,48 milliard divisé par la valeur d'entreprise ici. Ça donne ici divisé par 16 milliards 630. Ça nous donne ici à peu près un rendement de 6,30%. Donc, on va se dire ici que si on prend en considération la dette, le dividende actuel est limite. Mais si on ne prend pas en considération la dette, il y a encore assez de marge de manœuvre pour rembourser la dette. Parce que dans ce rendement-là de 10,77%, on paye uniquement aux alentours de 6,89. Donc, 6,89, d'accord? Donc, c'est à peu près ici 6,89 moins 10,77, ça donne à peu près ici 3,88 divisé par 100, d'accord, multiplié par la capitalisation boursière actuelle qui est de 9 milliards 746, donc multiplié par 9 milliards 746, ça donne à peu près à 378 $ pour rembourser la dette. Donc, généralement, par an, on a une disponibilité à peu près de 378 $ pour rembourser la dette. Et la dette ici est très élevée parce que je vous ai dit ici qu'elle est de 16,48 $ par action. Donc, si on fait 16,48 multiplié ici par 599, on a une dette nette aux alentours de 9 milliards 900. Si on doit payer chaque année 378 millions pour rembourser cette dette-là, ça va nous prendre 26 ans pour rembourser la dette. Ce n'est pas un problème pour une compagnie, pour un real estate, parce que le but généralement pour un real estate, c'est que si elle n'arrive pas à rembourser la dette, vu que la plupart du temps, elle prend des hypothèques, elle va juste revendre le bâtiment. Donc, c'est tout, à la fin de la journée. Donc, ici, elle doit manager la dette et vous, dans vos côtés, vous devez acheter à un prix incluant déjà la dette. Donc, si ici le prix inclut la dette, ça veut dire que cette entreprise aux alentours de 20 $ l'action pourrait nous intéresser. Donc, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une opportunité d'investissement. Donc, si l'entreprise coupe le dividende ici parce qu'elle veut repayer la dette, dites-vous que c'est tout bénéf pour vous parce qu'à la fin de la journée, quand la dette sera réduite, les taux d'intérêt seront réduits, le free cash flow ne fera qu'augmenter. Donc, c'est tout bénéf pour vous. Donc, on se dira que Medical Property Trust est une opportunité d'investissement sur le plan quantitatif. Maintenant, comme je vous l'ai dit, posez les bonnes questions. Qui sont nos clients? Est-ce qu'ils sont solvables? Dans quel secteur d'activité on exerce dans le domaine des real estate? D'accord? Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs segments. Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser avant d'investir dans cette compagnie-ci. Mais dans l'ensemble, ici, le dividende, il est safe si on constate que, si on pense avoir les revenus actuels, les free cash flow actuels dans le futur. Donc, on va se limiter là. On va se dire que pour cette compagnie-ci, nous avons une opportunité d'investissement au prix actuel. Idéalement, moi, personnellement, c'est le genre d'entreprise que moi, j'ai envie d'acheter à un prix de 10 $ par là. Mais le prix actuel n'est pas mauvais. Ça représente un rendement sur coût de à peu près de 6,89% par là, ce qui n'est pas mauvais en période actuelle. Maintenant, est-ce que ce dividende-là est safe? Pour le moment, oui. Mais maintenant, tant que vous ne lisez pas les rapports financiers pour savoir si tous nos clients sont solvables, parce que ce sont les clients en fait qui payent pour les loyers. S'ils ne sont pas solvables, on aura des problèmes de loyer. Donc, on ne veut pas avoir les mêmes problèmes qu'on a eu par le passé. Je ne sais pas si en 2014, on a eu un gros client qui a fait défaut sur sa dette et nous a pas repayé. C'est la raison pour laquelle nos revenus étaient en berne. Donc,
Posez-vous les bonnes questions avant d'investir. Sinon, d'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.